Voilà, allons-y, donc, Germaine. D'accord. Pardon. Bonjour à tous. Je suis Nina, bienvenue Germaine, de ce département d'histoire de l'École normale supérieure de Marois. Mon travail de thèse a porté sur le mécanisme de dysfonctionnement des médicaments de la rue et des médicaments formels et la prégnance des médicaments de la rue. Et je me suis intéressée au cycle légal et illégal des médicaments dans la région de l'extrême nord. Mais malheureusement, je n'ai pas abordé l'aspect des réfugiés, mais des personnes vulnérables dans la région de l'extrême nord. Ce qui me pousse donc, dans le cadre de ce poste, donc, à m'intéresser donc à la question des réfugiés, des déplacés internes et des ex-combattants Boko Haram. Qui est donc réfugié? Les réfugiés, ce ne sont pas des nationaux, ce sont des personnes étrangères qui se sont retrouvés au Cameroun et plus précisément au camp de Minawao suite à certaines crises liées à la question d'insécurité. Pardon. Nous avons des déplacés internes qui sont des nationaux et qui se sont retrouvés logés dans des camps suite à des catastrophes naturelles ou bien à des crises intertribales. Et nous avons également des ex-associés Boko Haram. Qui sont ces ex-associés Boko Haram? Les ex-associés Boko Haram, ou bien les retournés des guerres, ou bien les convertis, sont des Boko Haram qui ont voulu changer de statut. Et pour ceux dont je m'intéresse, à leur prise en charge. Oui. Le travail est planifié en quatre grandes parties. Premier, nous avons le contexte, ensuite la méthodologie, et enfin les principaux résultats et une conclusion et perspective. En guise donc de contexte, nous pouvons dire que les insécurités associées aux catastrophes naturelles ont entraîné des déplacements massifs des réfugiés nigérians et des déplacés internes dans la région de l'extrême nord Cameroun. C'est ainsi que les départements du Logone-Chari, du Mayo-Sava et du Mayo-Tianaga, qui partagent l'essentiel de leurs frontières avec le Nigeria et le Tchad, ont massivement accueilli des réfugiés nigérians, des déplacés internes et des retournés des guerres. À cette liste, on peut ajouter les départements du Diamaré ainsi que le Mayo-Danaï. Face à cette diversité d'acteurs logiques différentes, à la création des camps de plus en plus nombreux impliquant des milliers de déplacés, de retournés marqués par la situation d'insécurité et de la maladie à coronavirus, se posent les questions suivantes. Quels sont les problèmes de santé dont font face les réfugiés, les déplacés et les ex-associés? Quels sont les mécanismes mis en place pour pallier aux multiples problèmes sanitaires et socioculturels auxquels ils sont régulièrement confrontés? Cet article donc se propose de montrer comment, dans cette situation d'extrême confusion créée par Boko Haram, le Cameroun a vu sa population s'accroître sans toutefois que le flux migratoire ne soit contrôlé. En termes de collecte de données, nous avons procédé à une méthodologie adoptée pour conduire cette étude, donc qui a consisté au verbatim et beaucoup plus des personnes cibles qui étaient des personnes vulnérables, c'est-à-dire des déplacés, les réfugiés, les ex-combattants de Boko Haram. Nous avons également des chefs religieux, des cadres, des personnels de santé, j'en passe. En termes d'analyse des données, on s'est intéressé aux ouvrages, aux articles, aux rapports de l'OMS et de l'UNHCR. Les ouvrages spécifiques sont beaucoup plus les ouvrages de Moussa Pogo, du professeur Saïd Bouissa. À terme de résultats, les raisons d'être des camps dans la région de l'extrême nord et les besoins exprimés, une question de choix ou de survie. Les mouvements des déplacés, des retournés et la raison d'être dans des réfugiés. Pourquoi est-ce qu'ils ont ce statut? En effet, l'insécurité et les attaques perpétrées par les groupes armés actifs dans la région, concentrés dans le Logone-Chari, le Mayo-Sava et le Mayo-Tianaga, restent le motif majeur des déplacements dans la région. Minao, donc situé à la frontière nord du Cameroun, accueille plus de 70 000 réfugiés, dont beaucoup ont fui la violence liée à Boko Haram dans le Nigeria voisin. On a également 143 sites ont été recensés abritant des déplacés internes avec un total de 93 089 déplacés internes.
pourquoi est-ce que ils bénéficient de ce statut? Pourquoi est-ce que les ex-combattants de Boko Haram ou bien les déplacés internes dont, sont à l'aise avec ce statut? La première raison, c'est que ça facilite l'accès déjà aux terres cultivables. La seconde, c'est que l'argument reste la sécurisation des localités d'origine. Et enfin, comme troisième facteur, la zone donc n'est plus une zone de sécurité pour eux, car ils feront l'objet donc de dénigrement. Ici, donc, c'est une image qui représente donc une portion de la population de Minawa ou des réfugiés qui attendent à ce que on leur serve à manger. Et on observe donc, je peux dire quoi, une abondance, une population assez abondante qui attend et son quota journalier, son ratio alimentaire journalier afin que elle puisse, je sais pas trop, être, se sentir à l'aise ou bien être en bonne santé. Mais déjà, on recense déjà les difficultés au niveau donc, de ce ratio alimentaire qui est tellement faible et également un problème à l'accès à l'eau potable. Nous avons très peu de points d'eau et quand bien même il y en a, on a quelques citernes qui essayent d'approvisionner les camps des réfugiés en eau, contrairement aux camps des ex-combattants qui rencontrent beaucoup de difficultés en termes d'accès à l'eau potable. Et nous avons aussi un problème d'hygiène et de salubrité. Nous avons également la recrudescence des maladies endémiques et épidémiques qui sévissent dans ces différents camps à cause donc, de cette hygiène, donc, de ce problème d'hygiène et salubrité et de l'assainissement. Nous avons également des troubles post-traumatismes psychiques, c'est beaucoup plus lié aux ex-combattants. Parce que l'approche qu'on adopte avec ces ex-combattants, ces retournés de guerre, c'est beaucoup plus la méthode psychologique. Et du coup, il faudrait vraiment mettre l'accent, on met beaucoup plus l'accent sur l'aspect psychique des ex-combattants ou bien des retournés de guerre. Nous avons également des viols, ces retournés de guerre ou bien ces réfugiés sont victimes des viols. Nous avons un manque d'abri ou bien insuffisance d'abri. Et en termes donc, de prise en charge sanitaire, on observe une gestion des pathologies dans les cas des personnes vulnérables. La prise en charge sanitaire, non, elle est gratuite et varie selon le plateau technique qu'offre chaque camp et est fonction du protocole étatique mis en place. Deux techniques, c'est-à-dire on adopte deux techniques. Lorsque je dis d'abord qu'elle elle varie en fonction du protocole étatique mis en place, c'est que le plateau technique varie de chaque camp, c'est-à-dire le camp des réfugiés, la prise en charge, elle est totale. Contrairement au camp des déplacés internes, on observe l'implication de l'État, mais l'État ne met pas trop d'accent dans la prise en charge des déplacés internes, contrairement aux ex-combattants où vraiment la prise en charge vraiment pose de réels problèmes. Et pour ceux dont on a adopté deux techniques, c'est-à-dire les causeries éducatives et les sensibilisations dans le but donc, de remédier aux problèmes sanitaires dans les différents camps. Et là, c'est une image d'un agent de santé de Plan Cameroun qui essaie donc de sensibiliser la population sur sur la planification familiale. Et parce que les femmes, les Nigériennes, sont réticentes à la planification familiale et elles n'utilisent pratiquement pas de méthode contraceptive. Et on assiste à des naissances de de presque 500 bébés par mois. Et donc, du coup, elles participent à l'augmentation de la population. Euh, les barrières, on a aussi également quelques barrières qui empêchent, mais qui entravent la fréquentation des formations sanitaires, notamment la honte ou l'embarras, le fait de se faire consulter par un homme, c'est embarrassant pour la femme. Et nous avons la méconnaissance ou l'ignorance sur la question, par exemple, sur la planification familiale, on a par exemple une idée erronée de la chose. Le sexe du jeune, c'est-à-dire quoi, le jeune ne souhaiterait pas se retrouver nu devant un personnel soignant. Nous avons également des problèmes techniques, c'est-à-dire l'insuffisance des moyens financiers, les moyens alloués pour la prise en charge dont ils sont insuffisants en fait.
Nous avons également la promiscuité dans les différents camps, comme je parlais tout à l'heure des licences qui ne font que s'agrandir, et également des ex-combattants et les camps de déplacés internes également. On observe également une population qui essaye une population qui s'accroît en fait, liée donc aux différentes crises. Nous avons plusieurs crises dans la région de l'extrême nord. Nous avons la crise intertribale et nous avons également la crise liée à Boko Haram. Nous avons également la corruption, les viols, les vols et les pillages, les détournements, parce qu'on n'arrive pas à faire le distinguo entre les dotations de l'État ainsi que les dotations qui ont été faites par des partenaires externes ou bien des partenaires ou bien des groupements d'individus qui ont préféré garder l'anonymat. Ici, je présente l'état de la situation, je peux dire quoi, dans le camp des réfugiés. Ça, c'est le camp non, pardon, ça, c'est le camp des déplacés internes. Et ici, on observe un désordre, une hygiène qui n'est pas vraiment très bonne. Et on observe également des maisons qui sont franchement dans un très mauvais état. Suivant. En termes de défis, on observe le rôle de l'État ainsi que d'autres partenaires qui sont des acteurs nationaux et internationaux. Qu'est-ce que l'État doit faire en faveur de ces personnes vulnérables? Il participe à la prévention et à la promotion de la santé en assurant aux apprenants tout au long de leur scolarité une éducation à la santé, en articulant avec les enseignements adaptés à la fois à leurs attentes et à leurs besoins ainsi qu'aux enjeux actuels de son public. Il en est de même pour les adultes. Disponibilise dans les intrants, donc on se rassure, on essaie de mettre à la disposition des camps des réfugiés des intrants nécessaires pour leur prise en charge pour qu'on ne puisse pas faire face à certaines ruptures, contrairement aux autres camps qui connaissent régulièrement des ruptures. L'État également participe à la prise en charge de tout cas se présentant jusqu'à épuisement. Ici, c'est aussi une image de ces réfugiés qui ont reçu une dotation. Et généralement, les dotations que les réfugiés reçoivent, ce sont des dotations qui sont destinées à l'usage. Mais on observe la vente de ces dotations par ces personnes vulnérables à vil prix. Donc, pour pouvoir subvenir à certains besoins, parce que ce n'est pas souvent un besoin exprimé, mais un matériel qui est mis à leur disposition qui ne leur est pas peut-être très utile. Donc, du coup, ces réfugiés vendent ce matériel afin de s'octroyer peut-être d'autres objets plus, peut-être, qui seraient peut-être plus utiles pour eux, en fait. Euh, Également, au niveau des résultats, s'agissant donc du rôle des acteurs internationaux, on observe plusieurs organismes qui interviennent, nationaux ainsi que internationaux. Nous avons l'OMS, le HCR, la Croix-Rouge, AFDF, et également, ils participent donc à la distribution de la nourriture ainsi que des troupes d'hygiène et de l'eau potable. Ils soutiennent également des programmes de cohésion sociale et procèdent au renforcement des activités dans le domaine de la protection communautaire. Là, c'est une image d'un camp de déplacés internes également. Et en guise de conclusion, donc, au regard de tout ce qui précède, on peut dire que les camps de réfugiés, des déplacés internes et retournés constituent un environnement par excellence de prolifération des maladies. Les conditions de vie semblent ne pas respecter les normes au regard des multiples plaintes. Les recherches documentaires, la descente sur le terrain, les résultats de nos recherches ont abouti à la conclusion selon laquelle, dans ces camps sévissent plusieurs problèmes. L'État et ses partenaires restent déterminants pour relever le défi. Avant de conclure, j'aimerais déjà expliquer c'est qui Boko Haram et pourquoi est-ce que ces personnes ont
préféré adopter le statut d'ex-combattant ou bien de retourner de guerre. En fait, Boko Haram, c'est quoi? Boko Haram est né au Nigeria, dans le nord du Nigeria. Et Boko signifie bouc, Haram qui signifie interdit. Ça veut dire quoi? Libre et donc l'interdiction ou bien le refoulement de l'éducation occidentale. Ce sont des anti-occidentalistes et qui se sont regroupés pour pouvoir prôner l'éducation islamique et également la pratique de la charia dans les normes. Mais en 2009, donc, lorsque le leader Youssouf a été tué, en 2009, le mouvement donc s'est transformé, s'est radicalisé en fait, et s'est donc transformé, s'est donc érigé en terroriste. Et monsieur, il s'appelle Boari, non pas Boari, pardon, euh, bon, son nom m'échappe. Abouaka Shekau. Abouaka Shekau, oui, exactement. Et Abouaka Shekau a pris les rênes et il a essayé d'étendre dans ce mouvement. Donc, au départ, c'était pas, on ne s'en prenait pas en fait aux chrétiens. Mais c'est avec le temps, lorsque le leader a été tué, le leader Youssouf a été tué, ainsi que ses collaborateurs par des policiers corrompus chrétiens, que le mouvement donc s'est ramifié et du coup, Boko Haram avec l'enlèvement des jeunes filles en 2013. Oui, et c'est en ce moment qu'on a connu, donc, on a entendu parler de Boko Haram, vraiment, véritablement, à travers donc, ces actions et à travers donc, ces jeunes filles qui ont réussi à s'échapper au contrôle donc, de Boko Haram. Et donc, Boko Haram, finalement, on ne sait que qui est Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Parce que Boko Haram se confond à certains bandits de la région et ils commettent des actions et on le met sur le couvert de Boko Haram. Donc, finish, on ne sait pas vraiment qui est Boko Haram. Et dans les camps des réfugiés, leur prise en charge est assez compliquée. Pourquoi? Parce que la population même qui voudrait octroyer ou bien faire des dotations dans ces camps se sent un peu à des regrets, des remords et également il y a l'esprit de vengeance en fait que ils ont commis beaucoup de dégâts. Ils ont participé à la à, ils ont participé vraiment des actions et tout ça. Donc, du coup, la population est beaucoup plus réticente avec ces différents camps et on les aborde très difficilement, en fait. Bon, du coup, au débeauté, nous discutons. Allez-y. Donc, merci, Madame Léa Germaine, pour cette présentation. Euh, En tant que discutant, donc, je vais faire un petit récapitulation, une petite récapitulation de ce qu'elle vient de dire. Donc, Madame Niane Bienvenue Germaine est une historienne. Elle a déjà soutenu sa thèse et elle travaille à l'université de Maroua, au Cameroun. Son travail porte sur la prise en charge sanitaire des réfugiés, des déplacés internes et des ex-associés Boko Haram dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Elle a commencé sa présentation par une introduction avec un plan, je pense, structuré sur le contexte, la méthodologie ainsi que le résultat et perspective de son travail. Comme il s'agit d'une prise en charge expliquer qui sont ces réfugiés au nord du Cameroun, c'est-à-dire ce sont des étrangers qui ont migré au Cameroun à cause de l'insécurité, de la crise au sein des associations des Boko Haram et qui ont voulu changer de statut. Les autres sont là à cause des catastrophes et aussi de l'insécurité dans leur pays, c'est-à-dire le Niger. Euh,
Madame Germaine a présenté sa méthodologie sur les collectes de données, sur l'analyse des données aussi par rapport à son travail. Ainsi, elle a beaucoup étalé son intervention par rapport aux résultats des recherches, c'est-à-dire que elle a porté des questions sur des entretiens avec sur les réfugiés. Elle a pu compter, si je ne me trompe pas, 10 000 réfugiés avec 143 sites d'installation. Elle a expliqué aussi pourquoi ces réfugiés ont resté au Cameroun et elle a donné une explication que c'est parmi les éléments qui retiennent ces réfugiés au Cameroun, c'est la facilité d'accès aux terres cultivables et surtout que ces personnes ne font pas l'objet de dénigrement là-bas. Pourtant, elle a expliqué aussi les difficultés rencontrées dans ces sites d'installation, comme la difficulté d'accès à l'eau potable et la faible ration alimentaire, l'hygiène et la salubrité des sites. Elle a expliqué aussi les différentes prises en charge entretenues par l'État, mais aussi par les ONG internationaux qui travaillent là-bas, c'est-à-dire il y a les euh, prises en charge sanitaires gratuites suivant un protocole déjà mis en place. Il y a aussi la causerie éducative ainsi que l'éducation sanitaire envers ces réfugiés. Finalement, elle a donné les défis à relever par l'État ainsi que par les organismes internationaux sur les réfugiés dans le nord du Cameroun. Donc, elle a donné comme proposition pour l'État, c'est la prévention et la promotion de la santé et l'éducation sanitaire et d'éviter les ruptures sur les intrants. Pour les acteurs internationaux, c'est qu'il faut qu'ils, comme ils participent à la distribution des vivres et l'éducation à la santé aussi. Donc, comme conclusion, Madame Germaine a donné que le site des installations de réfugiés au Cameroun est un environnement favorable à la prolifération des maladies. Elle a tout de même donné la définition de ce qu'on attend par Boko Haram et ses distinctions. Merci. Voilà. Non, 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 bah, voilà. Ils font ça déjà au pied levé. Donc le second discutant qui improvise. Hein. Merci beaucoup, Germaine, pour la présentation. Et Niambi a déjà fait la synthèse de ce que vous avez présenté. Peut-être moi, je reviens concernant la méthodologie. Vous avez dit que vous avez fait bon, la collecte. On ne sait pas, c'est des entretiens individuels que vous avez fait ou bien c'est des bloqués sous groupe. Et c'est à quel part questionnaire. En tout cas, moi, j'aimerais savoir. Et puis, concernant l'analyse de données, et vous avez montré, vous avez fait une analyse avec des ouvrages, et bon, je ne sais pas, l'analyse de données en sociologie, on va montrer un schéma, comment est-ce que je procéder. Et c'est une analyse thématique ou bien c'est à travers un logiciel que vous avez fait des analyses, je ne sais pas. Ce n'est pas le seul ici. Et donc, vous avez aussi parlé des interventions des humanitaires et de l'État. Et c'est pas, je voulais savoir en fait, et c'est l'État aussi, l'État contribue beaucoup. Bien, quelle est la part de l'État et quelle est la part des ONG? Qui est très bien. Et la question que je voudrais poser, c'est concernant les réfugiés de Boko Haram, les ex-combattants de Boko Haram. Est-ce qu'ils sont acceptés? Comment est la cohabitation entre ces déplacés internes de réfugiés et les ex-combattants de Boko Haram dans les cas? Comment est-ce que leur cohabitation? Est-ce qu'ils sont acceptés? Bon, comment est-ce que les déplacés internes
soit les ex-combattants de Boko Haram, étant donné que peut-être c'est eux qui sont à la base de leur déplacement. Et on fait en sorte qu'ils ont quitté leur lieu parce que Boko Haram a causé vraiment des exactions, beaucoup, ils ont décimé plusieurs villages au Niger, au Nigeria et au Cameroun. Et comment il y a la cohabitation entre ces déplacés internes et les ex-combattants de Boko Haram dans les sites. Ok. Attends, bah, vous, peut-être vous répondez d'abord et puis après on fera un petit tour. Parce que, voilà. S'agissant de la méthodologie, vous avez demandé. Ok, par rapport à la collecte des données, je disais tantôt que je me suis intéressée au verbatim. C'est quoi les verbatim? C'est l'ensemble des informations que je recueille à partir des entretiens. Donc, les personnes cibles étaient quoi? Ces personnes vulnérables que j'ai taxées de Boko Haram, d'ex-combattants, de réfugiés, de déplacés internes. Et j'ai consulté des ouvrages, j'ai consulté des articles. Je n'ai pas voulu trop m'attarder là-dessus à cause du temps. Et le temps imparti est peut-être court. Et pour ceux, si vous avez besoin de la documentation, je pourrais partager avec vous ça, ça me dérange pas. J'ai une documentation assez exhaustive là-dessus. Et par rapport à la cohabitation entre déplacés internes et les ex-combattants, c'est quoi? Les déplacés internes, déjà, ils ne sont pas responsables de la situation des ex-combattants de manière directe. Pourquoi? Parce que les déplacés internes sont beaucoup plus des personnes qui ont été victimes de catastrophes naturelles. Et ce sont des nationaux. Donc, ce sont des Camerounais même. Et par contre, c'est peut-être des réfugiés qui peuvent en vouloir aux ex-combattants parce que des réfugiés, donc, ce sont donc des personnes ici pardon, d'une autre nationalité, sont beaucoup plus des Nigérians. Et ce sont donc ces ex-combattants qui sont à l'origine de leur situation actuelle. La cohabitation, elle est difficile déjà, entre la population et les camps des ex-combattants. Et elle est facile entre les déplacés internes et la population. Parce que la population se retrouve et à mesure d'octroyer un espace plus facilement à un déplacé interne qu'à un ex-combattant. Parce qu'on se dit que non, c'est pas sûr. Peut-être qu'il est en train de prévoir autre chose. Donc, la population est sous ses gardes en fait. Et du coup, l'ex-combattant, c'est vrai, on ne peut pas comprendre la logique, bien que il y a des psychologues qui les suivent et tout ça. Personnellement, j'ai eu du mal à avoir accès à ces camps parce que moi-même, j'avais peur. D'une part, j'avais peur. Et de deux, ce sont des camps, quand ils ont déjà, je peux dire quoi, leur physionomie, leur faciès, c'est pratiquement c'est différent en fait. On a l'impression que ça les a déformés physiquement. Oui, donc, on a l'impression qu'ils sont un peu plus durs et ils sont un peu plus, je sais pas, c'est comme s'il manquait quelque chose en fait. Quand tu essaies de voir ces ex-combattants-là et leur manière d'agir, ils agissent différemment des déplacés internes. Et je comprends pourquoi, parce qu'ils sont en situation de faiblesse. Et du coup, les accepter facilement, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Et c'est pour cette raison que dans les temps des déplacés internes et les réfugiés, ils reçoivent facilement des dotations parce que la population compatit. Mais c'est difficile de compatir à quelqu'un qui a été responsable de la mort des membres de sa famille ou bien de tout un village. Déjà pour les différents apports et merci pour les remarques également. Lorsque j'ai fait ce distinguo entre ces trois personnes vulnérables, c'est quoi? C'est que j'ai été en contact avec ces différents camps. On a des camps des ex-combattants ou des retournés de guerre ou des repentis Boko Haram. Ils sont logés dans un département de l'extrême nord qui est le Bayou Sava, Mora,
Et c'est suite donc au DDR, donc, désarmement, démobilisation et réinsertion, donc ce camp donc, a vu le jour. En fait, il y a deux camps des retenus, des ex-combattants de Boko Haram. Et c'est quand, lorsque moi je suis allée, en fait, il n'y a pas de clôture pour les empêcher de sortir. Ce sont je ne sais pas trop, c'est très semblable au cas des réfugiés, en fait. Mais il n'y a pas de clôture, il n'y a pas une surveillance militaire, il n'y en a pas. Ils vont à la boutique, ils achètent ce qu'ils ont besoin, ils rentrent chez eux. Donc, voilà comment est-ce que ces combattants se comportent. Mais la question que j'ai posée, c'est que est-ce que la population n'est pas... est-ce que la population est à l'aise en étant en cohabitation avec ce type de personnes? La réponse que j'ai reçue, c'est quoi? C'est qu'ils sont suivis, déjà, parce qu'ils viennent du Nigeria, du nord du Nigeria. Et ils sont suivis psychologiquement. Et on a également la force multinationale mixte, d'abord qui est déjà logée même dans le département, qui participe également à leur réinsertion. Et également, on a un style d'éducation qui est propre à ce type de personnes. Donc, la manière d'éduquer, la manière de sensibiliser ce groupe vulnérable, elle est différente de la manière qu'on administre dans d'autres camps. Donc, c'est un peu de cette manière qu'ils procèdent. Donc, ce qui permet à ce que on ne voudrait pas en fait qu'on les considère comme des personnes à part entière. Le but, c'est de les impliquer dans la société à la longue et qu'ils puissent également bénéficier des mêmes avantages que les résidents. Bon, ouais. Du coup, on va peut-être retirer la pause et puis vous allez boire ce que vous voulez mais discrètement. Et voilà, comme ça, on pourra enchaîner après avec la présentation. Désolée, ça a été un peu bousculé. Voilà. Donc, allez-y, hein, le tour de parole. Peut-être là. Oui, allez-y. Merci pour la parole donnée. Oui. Le sujet de Madame Germaine, si j'ai bon mémoire, porte sur la prise en charge des réfugiés déplacés internes et ex-Boko Haram, ex-associés et Boko Haram. C'est ça. Bon, mais en vous entendant dans votre présentation, le titre, le sujet ne correspond pas avec le contenu. Parce que le sujet porte sur la prise en charge. Mais dans le contenu de l'étude, elle prend en compte d'autres prises en charge. La prise en charge alimentaire, l'insertion économique, la prise en charge économique, l'insertion éducative aussi. Elle prend en compte d'autres prises en charge. Moi, je m'attendais dans son travail une étude comparative, en fait, parce que la trajectoire thérapeutique, par exemple, dans la prise en charge sanitaire, qu'est-ce que les différents acteurs, parce qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent en fonction, selon qu'on est ex-combattant, réfugié interne et autres. Donc, voilà un peu l'idée que j'ai. Bon, déjà, je préfère répondre directement pourquoi. Bon, le sujet portait sur la prise en charge sanitaire. Je dis que c'est une suite logique de mes travaux de thèse, parce que je n'ai pas étudié ce groupe de personnes vulnérables. Quand je parle de la prise en charge de personnes déplacées, je peux parler des personnes vulnérables pour ne pas autrement de me répéter. Donc, c'est quoi? C'est que on a des temps, on a un protocole qui est mis en place et qui varie en fonction de chaque cas. On a des maladies, j'ai évoqué, on a des problèmes spécifiques et des problèmes techniques. Nous avons parlé, pour parler de maladies, il faut d'abord voir qu'est-ce qui ne va pas autour. On a parlé d'un problème de manque d'eau. Le manque d'eau, par exemple, qu'est-ce que ça peut entraîner? L'accès à l'eau potable qui est un véritable problème dans ces temps. Ça peut entraîner quoi? Nous avons par exemple des maladies hydriques et diarrhées que ça pourrait entraîner parce que tu n'as pas accès à l'eau potable. Nous avons également le ratio alimentaire qui est tellement faible et ce ratio alimentaire peut entraîner, on a un taux de malnutrition très élevé dans les différents cas. Il faut vraiment que les réponses soient très courtes parce que sinon il n'y aura pas. Non, mais nous avons, il faut vraiment, parce que sinon
On s'arrête dans 10 minutes, là. Oui, d'accord. Oui, en fait, Donc, laissez les autres s'exprimer aussi. Moi, j'ai 30 secondes. Moi, je trouve le sujet très intéressant, merci. Mais ma question, c'est la teneur historique de ton travail. La teneur historique du travail, comment on se positionne en tant qu'historien? Ou est-ce que tu peux préciser vraiment le cadre historique et la teneur en tant qu'histoire de cette thème? Merci. Je rejoins un peu hein, le souci de Niank. Bien sûr, elle a déjà précisé que c'était une histoire de temps présent. Mais quand même, j'aimerais toujours rebondir sans jeter l'opprobre avec les données, comme disait Daniel, la portée scientifique de votre étude. Parce que qu'est-ce qui va le différencier des rapports de la Banque mondiale ou bien de l'UNICEF? Parce que dans votre démarche, hein, excusez-moi, je n'ai pas entendu la teneur scientifique de la chose, comme si vous avez rapporté des choses, et ça a encore rejoint cette proximité avec le thème qui vous empêche quelque part d'avoir des reculs et qui porte un peu quelque part des jugements par rapport au thème. Même si ça vous passionne, je pense que en tant qu'historien, vous devrez avoir toujours cette approche scientifique. Et dans votre démarche aussi, il était préférable de définir Boko Haram dès le départ pour mettre vraiment la chose, pour que ça soit très clair, parce que après une conclusion et plus revenir sur la définition de Boko Haram, ça fait perdre du temps et ça déconnecte votre auditeur. Et à la fin, je pense que pour que le thème soit vraiment pertinent, je pense que avoir un esprit de synthèse se permettra hein, vraiment de l'exercice parce que je crois que vous serez noyé par l'information et donc ce serait vraiment recommandé que vous soyez vraiment synthétique dans votre approche pour que ce soit très clair pour votre auditoire. Merci. Autre intervention, sinon on peut arrêter, comme ça on peut boire un café. Comme vous voulez. Non, non, mais vas-y, réponds hein, si ça. Ok, merci beaucoup. Je fais le CMO. Okay. Ah oui, pardon, j'ai pas vu. Vous avez parlé d'insertion. Je voudrais savoir, est-ce que dans votre insertion, on a pris en compte les insertions professionnelles? Donc, de voir aussi si peut-être après la prise en charge de ces réfugiés, il n'y a pas eu un manquement quelque part qui aurait poussé certains réfugiés, certains ex-Boko Haram à retourner dans des actions. Bon, il faut déjà reprendre que oui, oui, certains sont revenus, hein. Certains n'ont pas supporté. Ils n'ont pas réussi à s'adapter et n'ont pas vraiment accepté ce statut. Ils ont préféré partir. Et en termes de réinsertion, c'est beaucoup plus, on les forme aux petits métiers, c'est-à-dire la couture, l'artisanat, l'agriculture, l'élevage. Donc, ils sont beaucoup plus focalisés sur les petits métiers. Et on a des gadgets qui proposent dans les marchés. Et c'est beaucoup plus des petits métiers. Merci, merci beaucoup hein, pour votre discipline, parce que sinon, je crois que bon, on s'en tirait pas. J'applaudis tout le monde. Bon, on va prendre 5 minutes et puis comme ça, on va commencer après par. On va enchaîner sur les 3 présentations, si ça vous embête pas. Et voilà. Et merci Germaine de vous être intercalée, parce que comme ça, du coup, bah, demain, on aura on libère presque une session entière et c'est bien. En fait, on n'allait pas selon les discutants. Ok. Les discutants de. La présentation de Eric. Oui, voilà, voilà, les suivants. Très bien. C'est bon? Si vous avez, alors, je répète, mais si vous avez des choses à mettre sur l'écran, venez avant, parce que ça nous évite de perdre du temps, quoi. C'est très bien qu'on le mette avant. Je disais d'hier, mais c'est pas grave, hein. Tu me passes la. Ah, c'est celle-là, la clé? Ah bon. Alors là, j'ai une clé, Germaine. C'est à toi? J'ai une clé ici, là. Ne la perdez pas. OK. D'accord. Donc, je vais mettre la clé. Tu as une clé? Ah, c'est celle-là. C'est pas ma clé, hein. Ça sert à rien, oui. Bon, bah, elle peut servir à ça, c'est très bien. Ah, ou alors, mets-la direct sur la mienne. Si, voilà, comme ça, moi, je l'aurai et je pourrai la mettre.